la télévision, j'étais en France en mission et j'ai regardé sur la télévision malienne. Et donc, c'est là-bas que je l'ai aperçu avec un panel, aborder des questions extrêmement stratégiques sur des choix contractuels qui ont été faits par le gouvernement malien, où il a été consultant, qui a accompagné le gouvernement malien. Et donc, avec les membres de l'autorégulation des marchés publics du Mali, il a abordé donc la problématique donc de certains ouvrages qui avaient un caractère véritablement de développement structurant au niveau donc du Mali. Et j'ai vu l'angle d'attaque, la manière dont il abordait les problématiques, et on voyait absolument un véritable spécialiste de la passation des marchés. Et j'ai été heureux de voir que c'était un Sénégalais. Bien sûr, quand je l'entendais parler, je n'avais pas de doute que ça, c'était un Sénégalais, mais à la fin, quand on l'a présenté, j'étais très émerveillé et je me réjouissais donc de voir que nous avions beaucoup de grands spécialistes dans le domaine de la commande publique et que partout dans les pays africains, on leur fait confiance. Beaucoup de Sénégalais aujourd'hui sillonnent tous les pays et accompagnent les États dans leur choix en matière de contrat, partenariat public-privé ou marché public, délégation des services publics. Et je voudrais très rapidement d'abord remercier Maître Issa Ndiaye, qui me fait l'honneur aujourd'hui d'introduire très brièvement son livre. Je vais peut-être simplement parler des grandes lignes que j'ai retenues donc, de son livre, puisque j'ai eu très peu de temps pour le parcourir, mais c'était passionnant, donc j'ai pris le temps de le lire quand même, quoi qu'on puisse dire. Mais ça va être une introduction pour lui permettre de présenter davantage le livre et d'entrer dans le fond du livre, puisqu'il le maîtrise bien mieux que moi. Il l'a lu, il l'a écrit. Je ne dis pas qu'il l'a lu, il l'a écrit. Moi, je l'ai lu, mais lui, il l'a conçu et il l'a écrit. Et comme dit Dr Diallo, c'est pas son coup d'essai, c'est son troisième livre dans le domaine des marchés publics. Je peux dire que c'est un connaisseur, c'est un sachant, c'est vraiment un maître dans le domaine de la passation des marchés publics. Je connais Maître donc depuis plusieurs années maintenant, en le rencontrant dans différentes activités et conférences internationales, après l'avoir vu pour la première fois au niveau d'une télévision malienne. Comme j'ai dit tantôt, plusieurs pays lui font confiance et sollicitent son appui technique constant dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur programme national de développement à travers les différents modes contractuels. Vous savez, les marchés publics, ce n'est pas très facile, surtout les partenariats publics-privés, dont il a également une publication. Aujourd'hui, quand on regarde l'endettement de plusieurs pays, on est inquiet. Parce que plusieurs pays s'engouffrent dans ces projets, dans ces contrats de partenariat public-privé, sans bien le maîtriser. Ils le font avec plusieurs entreprises internationales qui ont une longue expérience, qui ont contracté plusieurs fois dans plusieurs pays avec plusieurs spécialistes, qui sont rompus dans l'affaire. Et la plupart de nos pays, quand on leur parle de PPP, ils vont vous dire « mais nous allons avoir notre ouvrage, nous allons avoir ceci et cela », quasiment sans rien dépenser pour l'instant. C'est dans 3 ans, dans 4 ans qu'on va commencer à payer, et on va payer des sommes raisonnables, etc., etc. Il est clair que tout le monde le sait, je n'apprends rien à personne, que l'entreprise privée et l'entreprise internationale n'est pas un philanthrope. Ce n'est pas une Croix-Rouge non plus. Ce sont des hommes d'affaires rompus à la tâche qui cherchent à gagner. Donc, dans ces types de partenariats, il est important toujours de se faire accompagner. Et moi-même, à un moment donné, quand on a commencé à parler de PPP, la première chose que j'ai eu à faire, j'avais rencontré le bâtonnier de l'ordre des avocats et j'avais échangé avec lui en lui disant « Nous avons un centre de formation et j'aimerais bien que vous m'envoyiez une 30aine d'avocats qu'on puisse les former. L'État va engager les partenariats publics-privés, il est important qu'ils soient accompagnés par des sachants, par des avocats. Et comme on le dit souvent,
quand ces grandes entreprises arrivent dans nos pays, ils sont une dizaine, quinzaine de personnes qui arrivent pour discuter, échanger et arriver à signer un contrat. C'est dans des ouvrages techniques. Vous allez croire que ce sont des ingénieurs. Quand ils sont 30 personnes, les 20 sont des avocats. Les 5 sont des spécialistes de la négociation. Il y a peut-être 2 ingénieurs et 3 ceci, 3, 4. Donc, ce sont des gens en général qui, quand ils réfléchissent pour poser un contrat, surtout des PPP qui va durer 25 ans, 30 ans, ils réfléchissent déjà au problème qui va survenir. Et forcément, le problème va survenir. Et quand il y a le contentieux qui arrive au bout de la 7e, de la 10e, de la 15e année, ils l'avaient déjà prévu depuis longtemps. Et ils l'ont même peut-être posé dans le contrat de manière assez implicite que les gens ne perçoivent pas tout de suite. Donc, il est important d'avoir des sachants de ce calibre pour pouvoir accompagner nos États. Et donc, comme je disais tantôt, je le connais, Maître Issa Ndiaye, maintenant, parce que chaque fois qu'il vient au Sénégal également, j'ai l'occasion de le recevoir, on échange, on discute, et je perçois également son niveau très élevé dans le domaine des contrats de partenariat public-privé. Il est rare de voir quelqu'un qui a une connaissance aussi large et également une expérience très diversifiée, parce qu'il est capable de vous parler des projets qui ont été engagés en Mauritanie, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Il a une connaissance assez large de ce qui s'est passé par-ci, par-là, et donc de pouvoir donner de bons conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout éviter. Maître a déjà plusieurs publications, on l'a dit, à son actif dans le domaine des marchés publics et des partenariats publics-privés. Des livres de référence très appréciés des professionnels et qui sont très appréciés, d'ailleurs, comme j'avais dit tout à l'heure, ici et ailleurs, à travers le monde, dans les conférences internationales, dans certaines questions, on fait référence à ces livres. Ce qui veut dire que les professionnels à l'échelle internationale le connaissent et reconnaissent son mérite et sa valeur. Ce nouveau livre est un document utile et très précieux pour les différents acteurs des marchés publics, aussi bien les autorités contractantes que les entreprises qui soumissionnent dans les marchés publics, mais aussi les membres des organes de comité de règlement des différends trouvent dans son livre des réponses à la somme de problèmes posés aux différentes discussions, souvent pas toujours tranchées, que nous avons dans nos différentes sessions. J'ai lu et j'ai trouvé des réponses très pertinentes sur plusieurs sujets que nous avons évoqués au niveau de notre comité de règlement des différends, où les questions n'étaient pas tranchées parce que chacun est allé de son côté. Il a donné une réponse ou des réponses qui me semblent être des réponses pertinentes, que certainement j'aurai l'occasion de partager avec les membres de notre organe de règlement des différends. Avec cet ouvrage, l'auteur nous plonge véritablement au cœur des règles qui gouvernent le recours que les entreprises peuvent introduire dans le cadre d'un contentieux les opposant avec les autorités contractantes. Le livre est séquencé en 2 parties, facilitant ainsi son exploitation. La première partie d'abord aborde le recours né de contentieux dans la phase de passation de marché. Et la deuxième partie aborde le contentieux dans l'exécution des marchés. Donc, c'est très facile à percevoir à ce niveau-là. Dans la première partie, l'auteur rappelle que l'ARMP est une institution de régulation, donc une autorité administrative indépendante, qu'elle est dotée d'une compétence d'attribution pour trancher les litiges qui naissent dans le processus de passation, d'attribution et d'exécution des marchés publics. Que c'est une instance qui rend des décisions, il rappelle, non juridictionnelles. Mais il faut également ajouter, somme toute, que ce sont des décisions qui sont qualifiées de quasi-juridictionnelles par le décret créant l'institution.
L'indépendance de la structure est garantie en ce qu'elle rend ses décisions sans émission ni intervention extérieure. D'ailleurs, la composition du comité de règlement des différends, qui est l'organe qui tranche les contentieux qui naissent dans les marchés publics, sa composition est tripartite et paritaire. Nous avons 3 membres qui y siègent et qui représentent le secteur privé, la société civile et l'administration. Donc, un membre par organe. Un membre représentant l'administration, un membre représentant le secteur privé et un membre représentant la société civile. Et le président du conseil de régulation, puisque l'ARMP a 3 organes. A le conseil de régulation, le comité de règlement des différends et la direction générale. Et donc, le président du conseil de régulation préside les travaux du comité de règlement des différends et le directeur général assure l'instruction des dossiers. Dans la première partie, Maître Issa Ndiaye rappellera qu'en cas de contestation d'une attribution provisoire ou des critères posés dans un dossier d'appel d'offres, le candidat plaignant, avant tout recours contentieux auprès du comité de règlement des différends, doit au préalable procéder à un recours, dit recours gracieux. Il doit d'abord saisir l'autorité contractante pour lui dire « J'ai soumissionné et je ne suis pas attributaire du marché. J'estime que mon offre est conforme, est certainement moins-disante et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas été attributaire du marché. » C'est en somme ça le recours gracieux. Donc, je veux avoir l'information, l'explication, pourquoi je n'ai pas été attributaire du marché. Il rappelle que ce n'est qu'après réponse de l'autorité contractante ou à l'expiration d'un certain délai qu'il peut introduire un recours contentieux au niveau du comité de règlement des différends. Alors, il rappelle également que l'importance de cet aspect qui est souvent ignoré des autorités, des entreprises, et ça leur vaut souvent, quand ils saisissent l'ARMP, que leur recours soit rejeté. Parce que soit ils n'ont pas fait le recours gracieux, ou bien ils n'ont pas attendu le délai nécessaire s'ils n'ont pas reçu la réponse pour introduire un recours contentieux. Donc, la forme à ce niveau a une importance capitale et l'ARMP y veille absolument avant de recevoir le dossier. Rappelons aussi que l'auteur aborde de long à large des questions essentielles, comme les délais. Il y a des délais qu'il faut respecter pour faire le recours gracieux, pour faire le recours contentieux, pour faire un recours lorsqu'un dossier d'appel d'offres est publié dans un journal de la place. Donc, les délais, quand on fait un recours avant l'expiration des délais ou hors des délais, le dossier n'est pas recevable, le recours n'est pas recevable. Donc, c'est une phase extrêmement importante, une formalité substantielle de respecter les délais, sinon le recours est rejeté. Il rappelle également la nécessité, par exemple, de procéder au paiement des frais de dossier. Là aussi, quand on ne le fait pas, le dossier est irrecevable. Donc, la motivation du dossier avec un argumentaire convaincant et documenté. Souvent, des fois, on reçoit un recours, bon, mais le plaignant ne dit rien de conséquent. On ne sait pas qu'est-ce qu'il reproche à l'autorité contractante. On ne sait pas quelle est sa demande. Ou bien, quand il le dit clairement, explicitement, il ne donne aucun document pour justifier son argumentaire. Donc, il rappelle l'importance de respecter les éléments de forme. Il rappelle également que le fond est un élément essentiel, parce que c'est dans le fond du dossier, dans les arguments que vous donnez, qu'on arrive à percevoir le problème qui est posé et qu'il faut trancher. Toujours dans cette phase de passation, l'auteur nous présente le recours juridictionnel devant la Cour suprême. Parce que
lorsque l'ARMP le comité règlement des différends rend une décision, cette décision peut être contestée devant la chambre administrative de la Cour suprême. Mais il rappelle aussi que la saisine de la Cour suprême n'a pas un effet suspensif de la décision prise par le comité de règlement des différends. Les décisions de l'ARMP sont d'exécution obligatoire et immédiate, même quand on saisit la Cour suprême. Et d'ailleurs, souvent, des fois, je dis aux gens, je ne sais pas quel est l'intérêt de créer cet autre niveau de contestation de la décision de l'ARMP, puisque, en général, lorsque les gens saisissent la Cour suprême, le temps qu'il rend une décision, le marché est exécuté ou bien au moins a connu un début d'exécution. Ce qu'il faut dire que, même si la Cour suprême vous donne raison, il y a très peu de chances que vous ayez quelque chose. Le marché est déjà attribué, le contrat est signé, le marché est exécuté, même des fois payé. Donc, vous avez raison, bon, mais ça n'a pas d'effet. Alors, et souvent, les gens se posent la question, ils vont aller maintenant au tribunal pour porter plainte contre qui? Souvent, certains disent, on porte plainte contre l'ARMP. La Cour suprême dit, l'ARMP est irresponsable. On ne peut pas porter plainte contre l'ARMP pour une décision qu'elle a prise en âme et conscience sur la base des textes. Bon, vous portez plainte contre l'autorité contractante, c'est bien vrai, mais est-ce qu'il a la possibilité de résilier le marché là-bas et de vous le donner, alors que le marché peut-être même est terminé, ou bien a connu un début d'exécution. Donc c'est assez difficile, peut-être que Maître nous dira ce qu'il en pense, c'est peut-être la question que je vous pose d'ailleurs, comment il faut concilier un peu donc, la pertinence d'avoir un second degré de juridiction pour avoir la possibilité de contester une décision prise par une autorité administrative par rapport à l'urgence de laisser le marché passer, de ne pas créer une possibilité suspensive d'une décision prise par l'ARMP lorsqu'il y a une contestation. Alors, l'opérateur, donc, la phase juridictionnelle, comme il le dit, est très complexe. L'opérateur doit en effet bien maîtriser la procédure devant la haute juridiction. Il le rappelle également, il explique tout le détail, comment il faut procéder, et également doit maîtriser la particularité des procédures devant la chambre administrative de la Cour suprême. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas évident également. Mais là aussi, il donne vraiment dans le détail toutes les recettes, comment il faut procéder et ce qu'il faut maîtriser pour pouvoir le faire correctement. Justement, il nous explique ces règles procédurales de forme en s'appuyant sur les lois organiques successives qui portent sur cette juridiction suprême. Et là, quand on lit le livre, il y a nécessité également de voir toute la jurisprudence également qu'il donne, également toutes les références qu'il donne, d'autres documents qu'il faut bien maîtriser pour pouvoir bien comprendre la démarche aussi de la chambre administrative de la Cour suprême. Mais il ne s'arrête pas là. Il apporte des conseils, des recommandations en termes de stratégie à adopter dans le contentieux devant la Cour suprême avec l'outil du référé suspension et comment il faudrait l'articuler avec le recours contre la décision du comité de règlement des différends. Et là, il est intéressant vraiment de lire le livre parce que moi-même, personnellement, j'y apprends beaucoup de choses et je crois que la plupart des entreprises qui saisissent la Cour suprême pour contester les décisions du CRD n'ont pas une claire compréhension de ce que ça doit leur apporter et comment il faut s'y prendre. L'ouvrage termine sa partie sur la passation avec un aspect généralement méconnu, le recours lié à la formation et à la validité du marché. C'est vrai que ça, c'est très peu connu par les gens. Et ce contentieux spécifique soulève d'importantes problématiques comme l'annulation des marchés dont la formation ne serait pas conforme aux règles de formation des contrats telles qu'indiquées par le Code des obligations civiles et commerciales. On voit donc ici une imbrication
du droit public et du droit privé. Et il faut se réjouir qu'un ouvrage sur le contentieux des marchés publics vienne apporter aux acteurs de ces contrats des explications sur ces questions qui peuvent paraître très complexes, mais qu'il a pu aborder avec beaucoup de facilité, très pédagogique, pour permettre à tout un chacun de pouvoir comprendre. Dans la deuxième partie, sur le contentieux de l'exécution, là aussi, l'auteur explique clairement la liberté qui est laissée aux parties de choisir le mode de règlement le plus approprié à leur contentieux. Cette liberté leur donne la possibilité soit de régler elles-mêmes le contentieux à l'amiable ou de recourir au comité de règlement des différends pour une conciliation, mais là aussi en vue de trouver une solution amiable. Ces deux aspects de ce contentieux sont explicités très clairement dans son ouvrage. Et le livre, il faut le relever, vient expliquer en détail les règles du contentieux juridictionnel des marchés publics en prenant soin d'exposer la question de la compétence juridictionnelle et le concept de manière administrative. À la lecture de cette partie, le lecteur va se rendre compte d'ailleurs à quel point le code de procédure civile est présent dans ce contentieux, aussi bien sur les questions de compétence que sur les questions de procédure d'ailleurs. Le contentieux étant souvent indemnitaire, l'auteur, dans une démarche pédagogique, explique aux plaignants la méthodologie d'évaluation des préjudices, ainsi que la préparation des mémoires et demandes de réparation, ce qui peut être utile à l'entreprise requérante. Enfin, revenant sur le droit des parties de recourir à l'arbitrage, l'auteur y explique les règles en la matière, avec l'arbitrage institutionnel et l'arbitrage ad hoc, et comment l'opérateur économique requérant pourrait, en application notamment de l'acte uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage et les règlements spécifiques de la Cour commune de justice et d'arbitrage, comment le plaignant pourrait préserver et défendre ses intérêts en lien avec le marché dont il est titulaire. Et voilà, en gros, maître, je ne sais pas, certainement que j'ai laissé de côté beaucoup d'aspects importants du livre, mais comme j'ai dit tantôt, je voulais juste rappeler un certain nombre d'éléments essentiels que vous avez développés dans votre livre, et qui permettent surtout à tout un chacun de s'y retrouver. Tous les acteurs, tous les intervenants, comme j'avais rappelé tout à l'heure, les entreprises soumissionnaires dans les marchés publics, les autorités contractantes, les spécialistes devant préparer les dossiers d'appel d'offres, devant trancher les contentieux qui naissent dans les marchés publics également. Tout le monde y trouve des informations essentielles, capitales, qui lui permettent de mener à bien son travail. Je voudrais vraiment vous féliciter et vous dire que l'ARMP également se met à votre disposition, est prête à vous recevoir pour également le même exercice, partager avec vous, discuter, échanger entre professionnels, pour davantage apprécier votre livre, avoir un œil critique, discuter, échanger et vous pousser également à continuer ce travail que vous avez entamé. Parce que ce livre ne s'arrête pas là. D'autant plus que le Sénégal vient aujourd'hui, il y a un bouleversement de la commande publique, avec de nouveaux enjeux qui sont là, qui sont posés, et qui méritent également que ceux-là qui sont détachés de la chose et qui regardent la chose réellement puissent nous aider à la théorisation de tout cela. Aujourd'hui, l'ARMP fait une mue, il y a une mutation institutionnelle. On passe de l'autorité de régulation des marchés publics vers l'autorité de régulation de la commande publique. Des termes dont vous êtes familiers. Ces changements institutionnels, vous l'avez vu un peu partout, dans d'autres pays. Aujourd'hui également, il y a une nouvelle dynamique où la répartition marché public, délégation de services publics, partenariat public-privé, il y a une nouvelle recomposition de tout cela,
avec un PPP qui intègre les délégations de services publics, mais également avec une dichotomie, les partenariats publics-privés à paiement public et les partenariats publics-privés à paiement privé. Donc, des choses sur lesquelles vous avez une claire compréhension que certainement votre prochain livre aidera à mieux comprendre, à mieux percevoir. Je vous remercie et vous félicite vivement et remercie votre attention.